Bonjour et bienvenue dans l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin le professeur Dominique Joly. Dominique Joly est professeur à la Webster University en tant que directeur de la Walker School of Business and Technology. Bonjour professeur Joly. Bonjour Monsieur Dim. Depuis l'été dernier, par exemple, on assiste à une panique sur les marchés boursiers. Est-ce que selon vous, nous allons continuer à jouer au yo-yo pendant longtemps? Alors ça c'est une très très bonne question. Les Chinois, ils ont un petit peu de mal avec la bourse. La bourse de Shanghai, elle a réouvert au début des années 90 et depuis, elle nous a fait quand même deux gros tours. Une première fois en 2007 où on a eu un effondrement de l'indice et puis une deuxième fois l'année passée, en 2015, pendant l'été, où là, on a perdu 30% en quelques semaines. D'accord ? Donc 30%, c'est considérable. En même temps, il faut comprendre que dans l'année qui avait précédé, on avait eu une augmentation de 150%. D'accord ? Donc on a 150% d'accroissement, et puis, bum, un décrochage de 30% en quelques semaines. Donc c'est vraiment le yo-yo. Alors est-ce que ça va continuer ? J'ai peur que oui. Bon alors déjà, ça c'est stabilisé maintenant, on est à peu près à 3000 points. Juste pour vous situer, on était à plus de 5000 l'été dernier. On était à 5100 et quelques. Donc on a eu ce décrochage et maintenant on est revenu à peu près à 3000 points. Moi, je pense que ça va continuer dans les 3-4 000 points et probablement on aura encore une bulle comme celle-là qui va se produire tôt ou tard. À nouveau, les Chinois vont s'emballer. Ils vont mettre en bourse comme nous, on joue au tiercé en France et ça va à nouveau remonter et probablement descendre. Je pense que c'est pas encore un marché très mature, le marché boursier chinois. Parce que justement, c'était ça ma question. Parce que est-ce que le fait de faire vraiment tous ces va-et-vient, ça prouve finalement que la Chine n'est pas assez mature pour... Dans le domaine boursier, c'est certain. Dans le domaine boursier, c'est certain. Il y a à craindre encore du trouble si la bourse doit à nouveau s'envoler. Mais est-ce que, parallèlement à ça, est-ce que l'idée, par exemple, de dire que la Chine reste, par exemple, une terre d'opportunité, cette idée, elle est encore soutenable? Alors, elle reste une terre d'opportunité pour certains secteurs d'activité. C'est là où il faut pas hésiter à différencier. Je pense que la situation selon les secteurs d'activité est radicalement différente. Si vous êtes dans l'automobile, on est en train de passer à maturité. Si vous êtes dans les smartphones, on passe à maturité. Si vous êtes dans l'acier, c'est même encore plus inquiétant que ça, parce que l'acier, ce sont des surcapacités. Il y a une capacité d'au moins 30% en plus qui n'est pas utilisée. Okay ? Donc là, l'acier, c'est franchement inquiétant. Maintenant, c'est très peu ouvert aux étrangers, donc dans ce sens-là, ça nous concerne un peu moins. Où sont les opportunités ? Je dirais que les opportunités sont dans la pharmacie, elles sont dans l'assurance, elles sont dans le tourisme, et puis elles sont dans l'Internet. Bon, je pense que tout le monde a vu, maintenant tout le monde connaît Alibaba, tout le monde a vu la progression d'Alibaba, mais il n'y a pas juste Alibaba, il y a le fameux trio BAT, pour Baidu. Baidu, c'est l'équivalent de Google. Juste pour vous situer, 800 millions d'internautes en Chine, plus de 80% qui utilisent Baidu. D'accord ? Ça vous donne une idée du poids d'une firme comme Baidu, démarré from scratch il n'y a pas si longtemps que ça. Baidu, puis le dernier, c'est Tencent, BAT, Baidu, Alibaba, et T, c'est pour Tencent. Tencent, c'est pour les réseaux et pour les jeux aussi. Donc vous voyez, de ce côté-là, du côté de l'Internet, il y a encore beaucoup de développement à attendre. Du côté de la pharmacie, il est à peu près clair que la Chine va devenir le deuxième marché au monde. Donc pour les grands acteurs de la pharmacie, et ça inclut bien sûr des firmes comme Novartis, ici en Suisse, c'est tout à fait un terrain, ça reste tout à fait un terrain d'opportunité. Alors depuis par exemple une dizaine d'années, on assiste quand même à une montée de gamme du marché chinois. Est-ce que la Chine est en train de changer cette image de pays du low cost? Oui. Alors si je devais caricaturer, je dirais que pour ce qui est du low cost, en Chine, c'est fini. En tout cas, sur une ville comme Shanghai, c'est clair que c'est terminé. D'accord ? Donc maintenant, si vous voulez faire du low cost dans le textile... Mais pourquoi les Européens y vont encore? Alors, les Européens y vont encore parce que les choses se transforment. D'abord, première chose, c'est vrai que sur la bande côtière, on a moins d'intérêt à y aller.
Mais si on rentre dans les terres, on peut retrouver à l'intérieur des terres, dans des villes comme Wuhan, des villes comme Chengdu, Xi'an, on peut trouver encore des taux de salaire qui marquent la compétitivité par rapport à l'Europe. Mais en même temps, il y a une transformation de fond de la Chine. Effectivement, il y a cette montée en gamme, il y a une qualité qui s'accroît, hein. Il y a une image de mauvaise qualité à la Chine, mais en même temps, il faut se rappeler que tous les iPhones, tous les iPads, tous les Samsung, tout ça, c'est assemblé en Chine. Et bon, moi, j'ai pas vu beaucoup de gens autour de moi qui se plaignaient de la qualité de ces produits. Donc la Chine peut faire de la qualité. Elle l'a démontré notamment à travers ces assemblages faits sur le territoire chinois. Donc il y a une transformation de fond vers effectivement plus de qualité, une montée en gamme, et qui finalement ouvre des nouveaux horizons aussi pour les entreprises étrangères. Alors, ceci peut également être assez inquiétant parce que si la Chine commence à monter en gamme, elle ne sera plus ce terrain favorable où nos entreprises allaient. Vers où donc ira le vent du low cost? Alors, le low cost, c'est clair, c'est déjà amorcé depuis pas mal d'années. Ça va partir, c'est parti. Pour ce qui est du textile, vous prenez le Guangdong, qui est la province autour de Canton. Le Guangdong a transféré une large partie de l'industrie textile, soit dans les terres en Chine, donc à Soit au Vietnam 1800, aussi. soit au Vietnam en dessous, soit au Bangladesh, soit au Laos, au Cambodge, aux Philippines, en Indonésie. Donc les transferts se sont faits dans des pays où les coûts salariaux sont moindres. Donc il y a réellement eu un mouvement très très fort de ce côté-là. Professeur Joly, merci. Merci à vous. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.